Bonjour, j'ai une énigme pour vous. Elle est très simple, vous allez voir. Je vous donne deux cordes, ok? Donc là, j'ai pas vraiment de corde, mais wow, une ficelle, imaginez. Et ces cordes, je vous dis qu'elles brûlent en 1 heure, ok? En total, ça met 1 heure à brûler, mais ça brûle pas de façon homogène. C'est-à-dire que la vitesse de combustion n'est pas constante, ok? Ça va être important. Donc vous avez deux cordes qui brûlent en 1 heure, et je vous donne également un briquet. Et maintenant, le défi pour vous, c'est de mesurer une durée de 45 minutes, d'accord? C'est-à-dire que là, je vais partir et je veux que dans 45 minutes exactement, vous me disiez, ok, c'est bon, 45 minutes se sont écoulées. Et pour ça, vous avez simplement vos deux cordes et un briquet. Et donc, juste pour que vous compreniez bien, le fait que les cordes ne brûlent pas de façon homogène, ne brûlent pas à vitesse constante, par exemple, une des choses que cela veut dire, c'est qu'au bout de 30 minutes, ce ne sera pas la moitié de la corde qui aura brûlé. Si ça se trouve, il y aura 80% de la corde qui aura brûlé au bout de 30 minutes. Voilà, vous pouvez imaginer, si vous voulez, que le matériau dont est fait les cordes n'est pas homogène, enfin, vous ne connaissez pas les matériaux, etc. Voilà, vous avez énoncé l'énigme. Je vous conseille vraiment d'y réfléchir, donc mettez la vidéo en pause et prenez votre temps, ça peut durer longtemps. Il faut être astucieux. C'est pas une énigme où vous allez avoir une astuce qui serait de la triche en fait, c'est pas de la triche mon énigme, c'est vraiment une idée qu'il faut avoir. Et quand vous aurez eu cette idée, vous serez sûr de l'avoir. Et donc à partir de maintenant, je vais commencer à expliquer la réponse. D'abord, je vais donner une indication, mais réfléchissez-y directement, ok? Donc là, j'espère que vous y avez réfléchi. Une petite indication que je vous donne, c'est de préciser qu'est-ce que j'entends quand je dis que la corde brûle en 1 heure. En fait, ça peut avoir qu'un sens, mais je vais l'expliciter pour vous donner cette indication. Ça veut juste dire que quand j'allume un bout de la corde, la corde aura entièrement brûlé au bout d'1 heure. Voilà. Donc là, vous avez peut-être cru que je vous ai rien dit de plus, mais en réalité, ce que je viens de dire, la formulation que je viens d'employer peut vous aider. Ok. Donc si vous n'avez pas trouvé, réfléchissez-y encore maintenant. Et maintenant, je vais donner la solution. En fait, il faut juste penser qu'on peut allumer la corde d'un côté et de l'autre. Par exemple, si on allume la corde des deux côtés en même temps, ou très rapidement, eh bien, vu que les deux bouts vont brûler en même temps, en fait, là, la corde va brûler entièrement au bout d'une durée de 30 minutes, la moitié d'1 heure. Ok, une fois que vous avez compris ça, donc vous savez mesurer 30 minutes, mais pas 45. Donc on n'a pas tout à fait fini, et c'est là on va utiliser la deuxième corde. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va allumer les deux bouts de la première corde. Donc là, ça va commencer à mesurer une durée de 30 minutes. Mais en même temps, on va allumer un des bouts de la seconde corde. Ok? Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 30 minutes, eh bien, je saurai que 30 minutes se sont écoulées puisque la première corde aura entièrement fini de brûler. Et à ce moment-là, j'allumerai le deuxième bout de la seconde corde. Ok? Et donc là, il reste 30 minutes de corde à brûler, mais vu qu'il y a deux flammes qui brûlent la corde, ça va durer 15 minutes. Donc, la seconde corde, quand elle aura fini de brûler, il y aura 30 minutes plus 15 minutes qui se seront écoulées, c'est-à-dire 45 minutes. Ok, et donc on a réussi à mesurer une durée de 45 minutes, avec un briquet et deux cordes. Voilà, donc j'espère que vous avez trouvé la solution et que vous l'avez trouvée un peu marrante. Et maintenant, on va pouvoir parler de mathématiques. Donc là, la solution qu'on vient d'expliciter n'est pas mathématique, pour en parler. Mais en fait, ça va juste me donner un prétexte pour parler de mathématiques, parce que il me semble que l'inventivité nécessaire à obtenir la solution de cette énigme, en fait, elle est purement mathématique selon moi. C'est-à-dire que c'est une idée, et les mathématiques, en fait, c'est simplement avoir des idées. Donc à partir de maintenant, on va vraiment faire des maths. Laissez-moi vous emmener dans ce pays merveilleux. Je vais essayer de rendre ceci accessible pour les gens qui ne connaissent rien, mais je garantis rien. Ok, donc du coup, on va montrer un résultat qui n'aura rien à voir, mais en fait, au bout d'un moment, on va se servir d'un truc similaire, et vous allez peut-être comprendre pourquoi ça m'a fait penser à ça. Ok, donc on va montrer le résultat suivant, qui est un résultat qu'on peut qualifier de... qui appartient à la théorie de la logique mathématique, on peut dire ça. C'est le suivant. Deux ensembles dénombrables, totalement ordonnés, denses et non bornés, sont toujours isomorphes.
Ok, donc là, normalement, vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire. Et c'est ok. Je vais expliquer mot par mot les trucs que je viens d'utiliser dans cette phrase. Et j'espère que, au moins, vous allez comprendre ce que cette phrase veut dire. J'espère. Ok, donc, prenons-nous-y étape par étape. Le premier mot de ma phrase, c'était deux. J'ai fait 2 ans d'études à Montpellier. 2 ans d'études à Montpellier. 2 Années. Tes études de quoi? Alors 2, normalement, vous savez ce que c'est le nombre 2. Voilà, j'ai 2 doigts ici. Ok, là, normalement, je ne vous ai pas perdu. Maintenant, le deuxième mot de ma phrase, c'était ensemble. 2 ensembles. Alors, qu'est-ce que c'est un ensemble en mathématiques? C'est pas compliqué, c'est en gros un ensemble de trucs, une collection de trucs. Vous pouvez voir ça comme un sac qui peut contenir des choses. Voilà, un ensemble, c'est un sac. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on met dans les sacs en mathématiques? On met des nombres, ça peut être un ensemble de nombres. Par exemple, l'ensemble qui contient le nombre 1 et le nombre 2, voilà. Il peut aussi ne rien avoir dans notre ensemble. Donc là, c'est juste un sac vide. Il peut y avoir voilà, des sacs dans mon sac. C'est un sac de sacs, un ensemble d'ensemble. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Bon, pas non plus n'importe quoi, pour cause de paradoxes qui détruiraient l'univers, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Passons à la suite. Ensuite, dans ma phrase, j'ai parlé d'ensemble dénombrable. Il nous faut 2 ensembles dénombrables pour notre résultat. Alors, qu'est-ce que c'est que le mot dénombrable? En fait, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que mon ensemble, il est infini. C'est-à-dire que dans mon sac, il y a un nombre infini de trucs. Il y a un bruit. Qu'est-ce que c'est que l'infini? C'est tout simplement la négation de ce qui est fini. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un nombre fini de trucs dans mon sac. Voilà. Donc c'est un peu compliqué à visualiser parce que c'est une notion compliquée. Mais voilà, il y a un nombre infini de trucs dans mon sac. Et dénombrable, c'est-à-dire que c'est infini. Je peux compter, je peux énumérer tous les éléments de mon sac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais je n'arrêterai jamais quoi. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, j'espère que vous avez un peu suivi, on a fait une bonne partie. Après, ma phrase c'était 2 ensembles dénombrables totalement ordonnés. Qu'est-ce que c'est que totalement ordonné? Alors déjà, il y a la notion d'ordre. Alors ordre, ça veut dire qu'on peut classifier nos éléments, donc il y aura un élément qui sera plus petit qu'un autre, et on pourra toujours les comparer comme ça. Donc par exemple, si nos objets dans notre sac c'est des nombres, bon bah là vous savez comment on les classe. Par exemple, 1 est toujours plus petit que 2, etc. Mais on peut définir des relations différentes. Par exemple, on peut comparer 2 humains de différentes façons, mais par exemple la taille c'est un truc clair. Donc voilà, je dirais que je suis plus petit que un mec de la MMA, un mec de la NBA je voulais dire. Ouais, vous avez compris. Ok. Et quand on dit totalement ordonné, ça veut juste dire qu'on peut toujours comparer 2 personnes. Mais ça, normalement, c'est une intuition que vous en avez déjà. Ok, on avance bien. Il nous manque 2 choses. Il y avait le truc non borné. Je veux que mon ensemble soit totalement ordonné, qu'il soit non borné. Alors, là, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de borne dans mon ensemble. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas... Si mon ensemble, c'est un... Dans mon sac, j'ai des gens. Oui, on peut mettre des gens dans des sacs en mathématiques. Leur taille ne sera pas bornée, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une personne dans mon sac qui sera plus grande que tous les autres. Ok? Et donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura des personnes aussi grandes que je veux. Il y aura des personnes plus grandes que 2 mètres, il y aura des personnes plus grandes que 50 mètres, ou qu'un milliard de mètres, bon vous avez compris. Leur taille va vers plus l'infini et aussi vers moins l'infini. Alors là ça marche pas avec les tailles parce que les tailles c'est des choses positives. Mais il existe des nombres négatifs en mathématiques, comme par exemple, je sais pas, la dette. Donc là, on aurait des dettes aussi petites qu'on veut. Enfin, aussi grandes qu'on veut, du coup, vu que c'est un nombre négatif. Fort bien. Et il manque le mot dense dans ma phrase. Je veux que mon ensemble dénombrable totalement ordonné soit non borné et dense. Alors là, ça veut aussi dire un truc par rapport à mon ordre que j'ai sur mon ensemble. Qu'est-ce que c'est que quelque chose qui est dense? Par exemple, si dans mon ensemble j'ai juste 2 personnes, voilà, moi et Michael Jordan, donc je suis plus petit que Michael Jordan, mais vu qu'on n'est que 2 dans notre ensemble considéré, il n'y a personne qui est à la fois plus grand que moi et plus petit que lui. Il y a personne qui est entre nous deux. Et du coup là, on dirait que l'ensemble n'est pas très dense. En fait, dire que l'ensemble est dense, ça voudrait dire que entre chaque personne, il y a quelqu'un qui est pile entre les deux. Quelqu'un qui voilà, fait plus petit que l'un et plus grand que l'autre. Ok.
Donc là, j'ai expliqué tous les mots de ma phrase, et maintenant, si on prend deux ensembles qui ont toutes ces caractéristiques-là, qui sont dénombrables, totalement ordonnés, denses et non bornés, et bien ils sont toujours isomorphes. C'est ça le résultat qu'on va montrer. Alors qu'est-ce que c'est qu'être isomorphe? Eh bien, c'est un peu compliqué. En fait, c'est difficile, donc on n'a pas compris que c'était facile. Quand vous avez compris, ça sera très clair. Ok, donc isomorphisme. Un isomorphisme entre deux ensembles, c'est une fonction entre deux ensembles qui est bijective et croissante. Ok, donc il y a des nouveaux mots, je comprends, ne vous inquiétez pas. Je vais vous apprendre les mots, c'est bien, vous en apprenez. Donc, qu'est-ce que c'est une fonction entre deux ensembles? En fait, c'est juste un ensemble de flèches entre les objets de ces deux ensembles. Donc, par exemple, j'ai un ensemble à gauche, j'ai un ensemble à droite. Une fonction entre ces deux trucs-là, c'est voilà, ça prend un objet là, ça trace une flèche, ça trace des flèches. Ok, et le fait qu'elle soit bijective, la fonction, ça veut dire que pour chaque objet à droite, mon ensemble d'arrivée, j'ai une flèche qui arrive dessus et une seule. Donc ça veut dire que chaque objet à gauche est associé à un objet à droite. Et en plus, ça marche dans les deux sens, c'est symétrique, parce que du coup là, je peux juste prendre la flèche et la retourner. Et du coup, c'est pareil, à chaque objet à droite, j'ai associé un objet à gauche. Et du coup, un truc que ça veut dire, par exemple, c'est que les deux ensembles ont le même nombre d'éléments. On dit qu'ils ont le même cardinal. Et c'est notamment pour ça que les bijections, c'est super, moi j'adore ça. Ok, et là, je veux qu'elle soit croissante, ma fonction. Donc, en gros, ça veut dire qu'elle ne peut pas inverser l'ordre des trucs. Par exemple, si à gauche, mon ensemble de départ, c'est l'ensemble où il y a moi et Michael Jordan, bon bah, mon image, c'est-à-dire le truc au bout de ma flèche, je veux qu'il soit aussi plus petit que l'image de Michael Jordan. Sinon, ça inverserait le sens. Nous, on veut garder le sens comme il est, voilà, conservateur que nous sommes. Super. Et donc, qu'on soit une fonction qui est à la fois objective et croissante, on va appeler ça un isomorphisme. Et je crois que c'est tout. On a fini de définir tous les mots du théorème qu'on veut montrer. Donc, c'est super. Et maintenant, on va essayer de le démontrer. Donc, si vous voulez essayer, je vous invite à le faire. Et à le faire maintenant, parce que je vais donner la démonstration de ce théorème à présent. Ok, c'est parti. Considérons deux ensembles tels que dit dans l'énoncé, c'est-à-dire deux ensembles qui sont dénombrables, denses, non bornés. Et ce qu'on va faire en premier, c'est les nommer. Si vous voulez bien, ce sera plus commode. Donc on va prendre un ensemble que j'appelle grand X et un ensemble que j'appelle grand Y. Et le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est de se servir du fait qu'ils soient dénombrables. Ils sont dénombrables, donc on peut énumérer tous les éléments, même si on a un nombre infini. Donc c'est ce qu'on va faire, on va noter les éléments de grand X. Petit x1, x2, x3, x4, x5, jusqu'à l'infini. Et pareil pour grand Y, ces éléments, on va les appeler petit y, 1, 2, 3, 4. Ok. Donc là, les plus malins d'entre vous me diront, mais par exemple, ce qu'on peut faire, c'est prendre le premier élément de x, x1, l'envoyer sur y1, le deuxième élément, on le voit sur le deuxième, etc., le troisième sur le troisième, et comme ça, on a une fonction qui, on voit chaque élément sur un élément de y, qui est un isomorphisme. Et en fait, vous n'êtes pas si malin que ça, parce que certes, ce truc-là, c'est une bijection, on va toucher tout le monde, ça c'est clair, mais c'est pas du tout croissant, c'est pas du tout un isomorphisme. Par exemple, vous pouvez le voir, imaginez que x2 il est plus grand que x1, mais si y1, lui, y2 pardon, est plus petit que y1, et ben là ça va pas être croissant parce que vous inversez l'ordre des deux premiers. Et vous pouvez pas avoir d'énumération comme ça croissante quand vous vous servez de la dénombrabilité. Ça c'est impossible dans notre cas, surtout que c'est dénombrable et que c'est dense. Donc il faudrait que le premier élément soit le plus petit. Alors il n'y a pas de plus petit, par exemple, vous pouvez voir ça comme ça. Donc il faut être plus malin. Soyons plus malins. Ok. Vous pouvez encore y réfléchir. Ce qu'on peut faire, c'est effectivement commencer par envoyer x1 sur y1. Ok. On n'a pas fait de choix pour l'instant, on a juste pris un élément. Et maintenant, du coup, on va faire selon les cas pour envoyer x2 sur quelqu'un. Par exemple, si x2 est plus grand que x1, il faut qu'on l'envoie sur quelqu'un plus grand que y1.
Est-ce que quelqu'un comme ça existe? Oui. Et là, il faut que vous me disiez pourquoi. Sinon, vous aurez une mauvaise note. Et pourquoi ça existe? Parce que notre ensemble Y, il est non borné. Donc, il y a forcément dedans quelqu'un plus grand que Y1. Et donc, on prend ce Y-là, et on envoie X2 dessus. Ok. Et là, vous me dire, ok, on fait ça jusqu'à la fin et on a fini. Attention, là, vous ne pouvez pas généraliser cette construction comme ça. Parce qu'en fait, qu'est-ce que par exemple, X3, vous l'envoyez sur quoi là? Il y a plus de cas à regarder. Et X36, vous l'envoyez sur qui? Xn, c'est-à-dire le nème élément, quand n désigne un entier. Sur qui vous l'envoyez, je vous demande. Donc il faut encore un peu réfléchir, mais avec le même ordre de raisonnement, vous allez trouver. En fait, mon nème terme, pour choisir son image, ce que je vais faire, c'est donc faire une disjonction de K. Donc si il est plus petit que tous les X que j'ai regardés avant, pareil, on prend un Y plus petit que toutes les images que j'ai déjà choisies. Il en existe parce que c'est non borné. Et pareil, s'il est plus grand, ok. Et maintenant, le cas où il manque, c'est si le xn, il est entre deux autres x que j'ai déjà regardés. Par exemple, entre x5 et x36. Et ben là, s'il est entre les deux, je dois choisir une image dans y qui est entre les deux images que j'ai choisies de mes deux x. Donc, par exemple, si je donne des noms, imaginons que mon xn est compris entre xa et xb, que l'image de xa, je l'appelle ya, et l'image de xb, je l'appelle yb. Bon, et bien il faut que je trouve un y entre ya et yb. En existe-t-il? Oui, car mon ensemble est dense. Exactement. C'est exactement la condition de dense. C'est là où on s'en sert. Ok. Et donc là, on a une construction qui fait une fonction, quand on poursuit ce truc-là d'étape en étape, on itère. En fait, on itère un nombre infini de fois. C'est possible. Et ben, on a une fonction de grand X dans grand Y. Mais attention, on n'a pas fini de montrer ce qu'on devait montrer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une bisection. Certes, ça concerne l'ordre, on l'a construit comme ça à chaque fois, mais c'est pas une bijection parce que tous les éléments de grand Y ne sont pas forcément atteints. Par exemple, si ça se trouve, le deuxième élément, Y2, si ça se trouve, on n'a jamais envoyé quelqu'un dessus. Voilà, c'est possible, donc ça peut vous paraître un peu bizarre si vous n'avez pas l'habitude des ensembles infinis, mais c'est tout à fait possible d'avoir des trucs comme ça. On dit qu'elle n'est pas surjective, notre fonction. Donc si je vous donne un exemple, ok, une négation, j'essaie de faire court. Imaginez, l'hôtel de Libert. Libert imagine un hôtel qui a une infinité de chambres, et elles sont toutes remplies. Donc il n'y a plus aucune chambre vide. Mais un invité arrive dans l'hôtel et il veut une chambre pour la nuit. Donc Libert dit, ok, mais j'ai une solution. Chaque personne dans une chambre, va se déplacer et aller dans la chambre suivante. Donc la personne dans la première chambre va aller dans la deuxième chambre, la personne dans la deuxième chambre va aller dans la troisième chambre, et etc. Par exemple, la personne dans la millième chambre va aller dans la mille et unième chambre, vous avez compris. Et comme ça, tout le monde a encore une chambre, puisque ça s'arrête jamais. Mais par contre, la chambre numéro 1, elle est vide, puisque personne n'est allé dedans. Et donc là, je parle de ça parce que c'est exactement la même chose. On a une transformation en fait de tous les nombres entiers dans tous les nombres entiers qui n'est pas surjective, c'est-à-dire qui ne touche pas tout le monde. Là, la chambre 0, il n'y a personne qui allait dedans. Donc voilà, ce genre de truc est possible pour des ensembles infinis. Ok, même s'il y a une bijection entre les deux. Et donc, comment pallier à ce souci? C'est là où il faut avoir une idée de génie. Et c'est là où il faut se rappeler de notre corde. C'est pour ça que je vous parle de ce truc-là. C'est parce que ici, on a un truc similaire à l'énigme de la corde. Donc, vous pouvez y réfléchir. Ce que je peux dire de plus, c'est que nos flèches, comme les cordes, elles ont deux bouts. Et donc, on peut se servir de ça. Donc, comment faire? Je vais vous expliquer. Une corde, ça a deux bouts. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est retourner les flèches. En tout cas, c'est comme ça que je réfléchis. Donc, concrètement, ce qu'on va faire, c'est un peu la même chose, mais on va se débrouiller pour que tous les Y soient atteints. Et pour ça, on va retourner les flèches, on va réfléchir avec les cordes à l'envers, une fois sur deux. Ok. Donc, une fois sur deux, je fais ce truc-là où je choisis
un X, donc le premier X de la liste, le grand X que j'ai pas touché, je l'envoie sur quelqu'un, de façon à conserver l'ordre, comme j'ai décrit précédemment. Et ensuite, je prends un Y, donc le premier Y dans la liste que j'ai pas encore touché, et je choisis son antécédent, c'est-à-dire je choisis sur qui va s'envoyer sur lui. Ok? Donc c'est comme si j'étais au bout de la flèche et je choisis qui va être au début de la flèche. Voilà, il faut penser au deuxième bout. Et de la même façon, je le choisis pour que l'ordre soit conservé. Donc c'est vraiment la même chose que ce que j'ai décrit précédemment. Si notre Y il est compris entre deux images qu'on a déjà choisies, on va choisir un X qui est entre les deux antécédents de ces deux images, etc. Et comme ça, on a une fonction qui sera surjective, c'est-à-dire que tous les éléments de Y seront touchés. Ça se voit parce que au bout de 200 étapes, par exemple, de cette construction, on aura pris 100 fois la flèche à l'envers, et donc on aura au pire touché les 100 premiers Y. Ouais. Et je dis au pire parce que quand on a pris les flèches à l'endroit, si ça se trouve, on les a déjà envoyées sur les 100 premiers, et du coup on a fait mieux. Bref. Et pareil, du coup, au bout de 2000 étapes, on aura touché les 1000 premiers Y, etc. Et vu qu'on fait un nombre infini d'étapes, en fait, on aura touché tous les Y. Et donc, on a montré le théorème. Deux ensembles denses dénombrables, totalement ordonnés, non bornés, sont toujours isomorphes. Magnifique. Ok, je vous félicite d'avoir suivi cette démonstration. J'espère que vous avez compris un minimum de ce qu'on a fait. Un moyen de reformuler ça un peu mathématiquement, c'est de dire qu'en fait, des tels ensembles, en fait, il n'existe qu'un du coup, parce que 1 a isomorphisme préhendu. Parce qu'en gros, dites-vous que si deux ensembles sont isomorphes, en fait, c'est quasiment les mêmes ensembles. Ils ont la même structure, ils sont construits pareil. Et donc là, on a montré que deux ensembles comme ça, en fait, c'est toujours quasiment Q, l'ensemble des irrationnels, des nombres, des fractions. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. À plus.